Et nous avons donc maintenant un petit temps d'échange pour les deux communications qui nous ont été présentées. Et je me permettrai pour faire le lien, puisque nous avons d'abord parlé des images avec Monsieur Bigot et Madame Sassoun, et vous avez plutôt parlé de textes écrits, mais je voudrais vous demander, peut-être que j'ai mal entendu, y avait-il aussi une communication et une vente de rêves par les images dans les feuillets et relations que vous avez pu consulter? En fait, non, il n'y a pas d'illustration dans ces textes, mais il y a des cartes. Il y a des cartes qui sont aussi publiées à Amsterdam et La Haye, par d'ailleurs des réfugiés huguenots. Et donc, c'est des magnifiques cartes, mais il n'y a pas de description. Non, c'est parce qu'en fait, c'est des tout petits pamphlets, enfin, hormis les relations qui peuvent avoir 30 pages, les autres, c'est 5-6 pages. Donc, c'est vraiment des livrets tout petits et même qu'on peut glisser dans sa poche, en fait. Et les recueils de lettres, c'est pareil, c'est des extraits de lettres. Et non, malheureusement, il n'y a pas de description. Alors, il y a aussi, il peut y avoir en 1711, ils ont publié une carte de Charleston. Alors oui, effectivement, ça c'est intéressant parce que c'est une carte de Charleston qui la montre avec des fortifications, alors que ce n'était pas le cas. Donc, on n'hésite pas aussi à mentir ou à fausser la C'est-à-dire qu'on vérité. sera protégé. Voilà, pour montrer que justement, voilà, elle est protégée des Espagnols et des Français et des Amérindiens. Et que c'est une vraie ville. Parce que souvent, les réfugiés, dans leurs lettres, disaient que Charleston était la capitale de la Caroline, mais ce n'était pas une ville parce qu'elle n'avait pas de rempart. Merci, je ne vais pas. J'ai beaucoup de questions, mais je laisse la parole et je vois qu'il y a une main levée pour Madame Véronique Béguin. Je suis désolée si Oui. j'ai avec quelqu'un qui avait demandé avant. Vous me le Je sais dites, mais pas. j'ai vu Madame Béguin. Je vous donne la parole. Allez-y. Oui, merci Bertrand et bonjour au passage. Bonjour, oui. Je me demandais, tu as parlé de traduction à un moment donné, de traduction de l'anglais d'un certain nombre d'imprimés. Est-ce que tu as été amené à examiner les originaux et les traductions et est-ce que tu as noté, je ne sais pas, des écarts, des distorsions ou est-ce que de toute façon, ce n'est pas pertinent pour ce genre de recherche? Eh, merci. Oui, tout à fait. Non, si, j'ai regardé. Mais en fait, la structure est la même, mais si on regarde littéralement les traductions des termes, pour savoir. Alors, pour certaines, alors il y a un point, moi, par exemple, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est comment les Français percevaient une colonie qui était donnée à des aristocrates. J'ai cherché le terme politique, en fait. Et en fait, il n'emploie pas le mot colonie, mais on dit par exemple, on parle de Palatina ou de Palatin. Donc ça voulait dire en fait un territoire qui appartenait à un seigneur, comme ça existait en Angleterre à cette époque. Donc j'ai regardé des points comme ça, mais sinon, ce n'est pas une traduction tout à fait littérale. D'accord. Ça se démarque quand même beaucoup. Je pose la question parce que comme c'est l'époque en France de ce qu'on a appelé les belles infidèles et que l'ennoblissement, l'embellissement font partie des stratégies de la traduction à la française, je me demandais si, du coup, en plus d'embellir, finalement d'embellir la vie aux États-Unis, il y avait aussi des formes d'embellissement plus stylistiques qui pouvaient aller de pair, par exemple une accentuation de l'hyperbolique ou voilà. Je me demandais s'il y avait du matériau intéressant de ce point de vue-là. En fait, je pense que c'est des textes qui sont fascinants pour justement saisir une image, l'image qu'on veut projeter, qu'elle soit l'image réelle perçue par les colons ou pas, ou les migrants potentiels, mais en fait, ce n'est pas des très beaux textes. Ça reste quand même très terre à terre. Par exemple, on va énumérer toutes les espèces d'oiseaux qu'on trouve en Amérique, toutes les espèces d'arbres. Donc, en fait, oui, ce n'est pas des textes très beaux à analyser. C'est plus dans leur structure et dans le message que les auteurs essayent de diffuser. Et c'est intéressant ce que tu dis sur l'embellissement. Si c'est en français, c'est plus beau qu'en anglais. J'aime bien cette idée, en fait. Tu sais, ça fait partie en fait, de toutes les stratégies du XVIIe et du XVIIIe. Encore que là, la période dont tu parles, c'est un petit peu tôt pour parler des belles infidèles, mais de toutes ces stratégies qui consistent en fait, parce que
il y a une espèce de hiérarchisation qui se fait avec la France qui produirait, du point de vue de la langue, des choses bien plus belles qu'ailleurs, etc. Et puis aussi une forme de réécriture. Alors ça vaut surtout pour les textes de l'Antiquité qui sont beaucoup réécrits à l'époque en France avec effacement de tout ce qui est vulgaire, de tout ce qui paraît incongru, etc. Et donc je me disais que peut-être qu'il y avait aussi, indépendamment même de l'embellissement stylistique, ces formes-là d'embellissement de l'expérience où on efface, on dissimule en fait des réalités culturelles qui paraissent, comment dire, peu du goût du lectorat contemporain. Mais bon, ce serait tout un travail peut-être à faire, je ne sais pas. Si, alors par contre, tu as dans le texte de Durand du Dauphiné, qui est lui un texte beaucoup plus long parce que c'est presque un roman en fait. Là, je pense qu'il y a l'expression d'une certaine littérature de l'époque. Je pense qu'en fait, dans son texte, il essaye d'imiter les auteurs de l'époque. Mais sinon, pour terminer, tu retrouves cette rivalité anglo-française parce qu'il y a toujours une remarque. Là, par exemple, je citais la remarque, disons que les Anglais étaient feignants. Ailleurs, on va dire qu'ils ne savent pas jardiner, qu'ils ne savent pas faire du vin. Donc là, ça, on ne le trouve pas forcément, on ne trouve pas à l'évidence dans les textes anglais, quoi. Donc, effectivement, là, en fait, c'est comme si les Français peuvent rendre cette Amérique encore plus belle et plus productrice parce qu'ils sont plus doués que les Anglais. Tout à fait. Merci. Alors, nous restons toujours dans nos jeux de mésinformation et désinformation qui nous ont bien été analysés par M. Bigot et Mme Sassoon à notre époque contemporaine. On voit, je ne sais pas si nos collègues souhaitent intervenir pour retrouver des procédés qu'ils ont analysés, même si là, bon, ce ne sont pas des artistes, mais c'est quand même la création d'une matière pour mieux orienter. Alors cette fois-ci, l'accueil de personnes. Je ne sais pas si ça vous a induit une remarque, une pensée, Mme Sassoon et Monsieur Bigot. Je ne vous entends pas. Ça permet, oui, ça permet de faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur l'intentionnalité. En fait, bon, là, en l'occurrence, elle est bien identifiable dans ce qu'a rapporté Bertrand Van Ruymbeck. C'est vrai que on voit bien que les choses sont faites à dessein, quoi, et construites vraiment avec la volonté de désinformer, hein. Voilà, on est davantage dans la désinformation, très clairement. On fabrique, en fait, on faisait aussi le distinguo entre fake news, false news. Voilà, là, il y a vraiment l'idée de fabriquer une réalité qui n'est pas tout à fait celle que l'on pourrait rencontrer sur le terrain par la suite. Donc, non, c'est vraiment, enfin, voilà, j'ai trouvé ça intéressant, effectivement, de voir. On est en fait dans un travail promotionnel, une sorte de travail publicitaire, quoi, d'attractivité. Exactement, on avait dans l'exposition Fake News aussi une image qui avec comme ça une sorte de gros titre, A picture is a fact, et avec une espèce d'image très idéalisée d'un paysage tout à fait, enfin un paysage idyllique en fait, voilà, et qui rappelait un peu les brochures promotionnelles touristiques que l'on peut rencontrer. Et puis finalement, quand on se déplace, bon, c'est pas toujours tout à fait conforme. Ça m'a fait penser un petit peu à ça, ces textes-là qui essayent de vanter un lieu de vie pour une part inventée, en tout cas embellie. Voilà. Tout à fait. Et j'aime beaucoup votre expression de fabrique. C'est exactement ça. On fabrique une Amérique, on fabrique du rêve. Pour attirer des colons. Mais on retrouve ça au 19e siècle, au moment où on veut justement attirer des Américains de l'Est vers l'Ouest, en fait. Je pense que tous les textes, par exemple, qui sont écrits sur l'Oregon, ou enfin le Nord-Ouest, l'Oregon, ou même la Californie, on retrouve cette même stratégie, en fait. Donc, malgré le temps, ce n'est pas une stratégie, comme vous dites, promotionnelle, ce n'est pas une stratégie qui est si éloignée de ce qu'on pourrait faire de nos jours, si on adapte, bien sûr, à l'époque, aux moyens de l'époque et à la langue de l'époque.
Il y a aussi une œuvre dans l'exposition de Christina de Midel. De Lidl, oui. Ouais, Mm. sur, dans cet esprit de conquête où elle imagine que c'est des Africains de Zambie Oui, c'est ça, c'est ça. aurait participé à la conquête de l'espace. Et alors, elle fait ce récit fictionnel dans une série qu'elle a appelée Les Astronautes. Et ça peut évoquer aussi comment les artistes peuvent raconter aujourd'hui l'esprit de conquête qui, pour le coup, là, est une histoire, un rendez-vous manqué. Et c'est une série de photos qui est très belle et très politique et qui raconte ce voyage et cette conquête de l'espace qui n'a jamais eu lieu. Et voilà, alors il y a aussi voilà, tout un imaginaire autour de cette conquête spatiale qui est Oui, assez intéressant. elle documente, oui, c'est ça, une conquête qui n'a pas eu. Oui. Bon, ça va plus loin quand même, mais ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas assez insisté, mais là, on vante l'inconnu, en fait. Dans l'Amérique du XVIIe siècle, il y a une part d'inconnu qui est énorme et qui est aussi inconnue par les auteurs. Donc, on travaille sur l'imaginaire. Donc, peut-être que le travail sur l'imaginaire est encore plus fructueux du fait de cet inconnu. Donc, justement, la comparaison avec l'espace. Ah oui, c'est plus qu'un embellissement, c'est vraiment là, on fabrique complètement. Y aurait-il d'autres remarques ou d'autres questions? Je ne veux pas, je vérifie. J'aurais juste une petite question dans vos pratiques. Allez-y. Pour Virginie Sassoon et Laurent Bigot, vous avez parlé de cette expo en format numérique. Est-ce qu'elle est accessible gratuitement sur un site quelconque ou est-ce qu'en fait il faut que ça passe par l'achat d'un CDI ou... Pas du tout. Elle est accessible gratuitement sur le site du CLEMI, donc vous pouvez la télécharger et imprimer les 10 panneaux. Et elle est aussi accessible gratuitement via les réseaux Canopé pour l'accueillir dans les établissements scolaires. Enfin, la version créée par la designer Maya Palma, qui est plus une installation. D'accord, merci. Mais on pourra la voir en vrai, normalement, à nouveau dans d'autres villes en France. On espère notamment à Villeurbanne et à Roubaix prochainement.